Bien, les débats vont reprendre dans moins d'1 minute, 1 minute 30. Et ça me laisse le temps de présenter le prochain intervenant et le prochain intervenant et la prochaine intervention. Donc Guillaume Boisgontier qui représente la société Kerlink. Guillaume a travaillé dans les télécommunications depuis de longues années. Il a également travaillé auparavant chez Orange, en Espagne et en Jordanie, chez un éditeur de logiciels dans le Big Data, avant de rejoindre Kerlink, pour lequel, depuis plus de 5 ans maintenant, il s'occupe de marketing, il est chef de produit senior, et il s'occupe notamment des solutions de géolocalisation, de blockchain et de télérelève. Et dans ce cadre, nous allons évoquer, ou plutôt Guillaume va présenter l'approche de Kerlink, avec notamment le LoRaWAN, autour des économies, autour de la consommation d'eau, qui fait aussi partie des enjeux des économies d'énergie durable, du thème de la session du jour. Et donc je vais donc laisser la parole à Guillaume immédiatement. Et puis... Merci beaucoup Maurice. Bonjour à tous, donc je suis vraiment ravi d'être ici et de pouvoir échanger avec vous tous autour de l'IoT. Je pense qu'il y a vraiment un peu un panel avec plein de représentants de différentes entreprises et de différents éléments constitutifs de l'IoT, donc ça c'est vraiment chouette. Donc moi effectivement aujourd'hui je vais vous parler d'économie d'énergie, alors plus particulièrement de l'eau. Alors on peut se poser la question, est-ce que l'eau est une énergie ou pas, mais l'eau reste un élément vital et fondamental de la vie, donc je pense que c'est important de pouvoir la préserver et de tout faire pour l'économiser. Alors, j'aime bien commencer mes présentations avec une petite analogie. Alors, j'ai pris une image, James Bond. Donc, je suis pas sûr, vous vous posez peut-être la question pourquoi James Bond. En fait, c'est pas juste un gentil qui tue des méchants dans les films. Il y a un petit peu plus de réflexion que ça. On a un monsieur qui s'appelle Jean-Antoine Duprat qui a écrit un livre qui s'appelle notamment James Bond dans le spectre géopolitique et dans lequel il explique que on a notamment dans les films James Bond parfois des enjeux géopolitiques mais également énergétiques. Alors ça a commencé dans les premiers James Bond, on parlait surtout du nucléaire et des enjeux du nucléaire avec la guerre froide. Et puis ça a évolué petit à petit sur des enjeux plus énergétiques avec le contrôle du pétrole, le contrôle potentiellement d'énergie renouvelable ou d'autres sources d'énergie. Et puis sur ce film en 2008, donc qui commence à dater un petit peu, sur Quantum of Solace, on parlait également aussi de la prise de pouvoir, notamment de nappes phréatiques en Bolivie. Donc le méchant Dominic Green s'octroie des terres en Bolivie et crée des barrages pour pouvoir créer des assèchements dans les nappes phréatiques pour pouvoir ensuite avoir la mainmise sur toute la distribution de l'eau. Donc on se rend vraiment compte avec ce film que du coup on a une bascule de certains enjeux géopolitiques et énergétiques qui passaient potentiellement historiquement sur le pétrole vers l'eau. On parle souvent du pétrole avec l'or noir, et bien également l'eau, on parle de plus en plus d'or bleu. Et on se rend compte que ça peut être potentiellement une ressource à fort enjeu géopolitique. Voilà pour la petite parenthèse sur James Bond. Alors le thème de ce film, il n'a jamais été d'autant d'actualité. On a l'UNESCO qui récemment a fait des communications autour des enjeux du XXIe siècle et on retrouve notamment l'accès à l'eau et sa qualité, donc la potabilité de l'eau, qui sont l'un des principaux challenges auxquels les sociétés vont faire face au XXIe siècle, avec tous les impacts que ça peut avoir sur la santé humaine, la production de nourriture, la réduction de l'écosystème et l'impact sur la croissance économique. On a également eu la semaine dernière la Journée mondiale de l'eau, qui est un événement annuel dans lequel on essaye de sensibiliser sur l'eau, tout simplement, sur les économies à faire, sur les crises que peuvent engendrer les problèmes de l'eau. Et on a eu également le plan eau qui a été annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière, avec plusieurs chiffres importants. L'objectif d'une baisse de la consommation de 10%, le réemploi de 10% des eaux usagées d'ici 2030. Aujourd'hui, on ne réutilise que 1% de ces eaux usagées. Et également un investissement assez conséquent de 180 millions d'euros pour essayer de résorber en urgence toutes les fuites d'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on a 1 litre d'eau sur 5 qui est perdu à cause de fuites d'eau. Donc c'est pas négligeable.
Alors ensuite, j'ai repris 3 KPI que j'ai honteusement volé de l'infographie de Semtech, qui me semblait intéressant. Donc on retrouve l'histoire des fuites d'eau. Alors là, on parle de 25%, c'est plus une moyenne mondiale. On parle de fuite d'eau ou d'eau qui est potentiellement non facturée. Et on a 2 autres KPI très importants également, qui nous disent qu'aujourd'hui, 40% des eaux qui sont surveillées, c'est-à-dire dont on mesure la qualité de l'eau, qui sont sévèrement polluées. Et du coup, ce critère-là engendre du coup des potentiels risques de maladies d'origine hydrique. On considère aujourd'hui qu'on a des risques sur plus de 3 milliards d'êtres humains avec des maladies aussi sympathiques que le choléra, la dengue, la diarrhée, la gale, les hépatites, etc. etc. Donc la qualité de l'eau est vraiment très très importante. Sur l'aspect fuite, Rémi, ce matin, on a parlé un petit peu, en citant notamment Veolia. Donc effectivement, en 2022, ils ont annoncé avoir évité plus de 72 000 fuites d'eau avec la détection préventive grâce aux 1,5 million de compteurs d'eau qu'ils ont déployés, qu'ils ont connectés et qui peuvent venir vérifier en temps quasi réel le débit d'eau qui sort du compteur. Et ça a permis de sauver plus de 4 milliards de litres, donc c'est pas négligeable parce que ça peut représenter la consommation annuelle d'environ 27 000 personnes. On a également l'entreprise Robot qui va parler cet après-midi sur tout ce qui est détection de fuite d'eau. Peut-être que ce sera l'occasion de mentionner aussi Carlink pour eux, parce qu'on a déployé des solutions de détection de fuite d'eau ensemble. Moi, je vais plutôt vous parler de 2 autres cas d'usage, hein, notamment la mesure de la qualité de l'eau et également comment est-ce qu'on peut réaliser des économies d'eau. Mais avant ça, je vais d'abord présenter Carlink en une slide. Qui nous sommes. Carlink, on est une entreprise créée il y a 18 ans. On est une société cotée en bourse et on fournit des infrastructures IoT et des solutions de connectivité. On aide ainsi du coup les villes et les industriels à déployer des réseaux privés pour déployer des cas d'usage IoT. Historiquement, on travaillait déjà sur tout ce qui était secteur de l'eau. Hein. On avait des solutions de télérelève de compteurs d'eau. On travaillait notamment avec des acteurs comme l'Assor ou Suez ou OSB qui était présent et qui a fait une présentation ce matin. Et également sur le gaz, on a co-développé le compteur de gaz communicant Gaspard avec GRDF. On a eu une bascule en 2015 où on a été le pionnier sur la technologie LoRaWAN. On a cofondé l'alliance LoRa et on a également sorti sur le marché la première gateway LoRaWAN qui représente aujourd'hui une grosse partie de notre activité. Hein. On fournit des gateways LoRaWAN industriels aussi bien pour des usages intérieurs dans des bâtiments avec 2 types de gateways représentés ici, la WiRNet FemtoCell et la WiRNet FemtoCell, et une gateway plutôt pour des usages extérieurs, outdoor, la WiRNet e-station. On fournit également tout ce qui va être cœur de réseau et des solutions applicatives pour pouvoir administrer aussi bien les capteurs que les gateways. Alors le LoRaWAN, on en parlait un petit peu. Comment ça fonctionne? Ça me semblait pertinent de résumer très succinctement comment ça fonctionne autour de la chaîne de valeur. Dans une chaîne de valeur LoRaWAN, comme dans beaucoup de technologies IoT, on va retrouver 4 éléments constitutifs. Le premier et l'un des plus importants, ça va être le capteur. Entre guillemets, c'est l'objet que vous allez venir équiper sur le terrain qui va faire une mesure et ensuite envoyer sa donnée. Ici, j'ai pris l'exemple d'un capteur d'une entreprise hollandaise qui s'appelle Sensoterra, qui est un capteur de mesure du taux d'humidité du sol. On peut retrouver aussi des capteurs de température, de pression. On a eu un très bon échantillon par la présentation de Wateco tout à l'heure. Donc ce capteur, il va venir faire une mesure de la donnée, puis il va ensuite envoyer cette donnée dans une trame LoRaWAN qui va être reçue par une gateway, qui va venir faire transiter ensuite cette donnée vers Internet. Donc on peut avoir différents types de technologies qui permettent ensuite de renvoyer la donnée vers Internet, de l'Ethernet tout simplement, du Wi-Fi, du cellulaire et du satellitaire. Une fois qu'on a reçu cette donnée dans Internet, elle est généralement transmise via un cœur de réseau vers un applicatif métier. C'est là où on va pouvoir venir retrouver la donnée qui va être décodée parce qu'elle est sécurisée tout au long du transfert. Et ensuite, via un applicatif, on peut venir visualiser la donnée et ensuite en tirer toutes les actions nécessaires. Donc je vais rester un petit peu sur l'exemple de Sensoterra, qui est une société hollandaise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sensoterra, il travaille donc avec des agriculteurs, des producteurs, mais également avec des
de l'urbanisme sur des paysagers publics, des paysagers privés, des parcs municipaux, même des terrains de sport. Et leur but, du coup, c'est de les équiper avec ces fameux capteurs de mesure de taux d'humidité du sol pour venir avoir une mesure sur l'humidité du sol et pouvoir du coup, de manière préventive, identifier s'il y a besoin entre guillemets de plus arroser ou de moins arroser, dans le but toujours de diminuer la consommation d'eau. Donc concrètement, comment ça fonctionne? On a en premier temps le choix d'un capteur. Donc, ils ont toute une batterie de capteurs avec différents niveaux de profondeur de mesure du sol. On vient du coup, avec son application mobile, venir scanner un QR code sur le capteur, on vient de l'installer dans le sol, et le capteur fonctionne totalement de manière autonome, il est alimenté par des batteries, hein, il n'y a pas de câblage, et au bout de 1 heure, donc le capteur se met à faire ses analyses, et ensuite communiquer ces informations. On retrouve la petite chaîne de valeur IoT tout en haut avec les 4 petits schémas. Le capteur émet sa trame, elle est reçue par une gateway, transmise dans le cœur de réseau, et ensuite vers un applicatif. On a un applicatif ici qui nous permet de visualiser où sont nos différents capteurs, les différentes données qui remontent, et ensuite on peut de manière proactive décider s'il faut plus arroser ou moins arroser. J'ai fait un zoom sur l'application. On retrouve ici du coup 5 localisations où on a des capteurs, une gateway, et on voit qu'il y a un capteur qui a des soucis, qui est manquant, donc on peut intervenir pour le réparer, et sur les 4 autres, on a des données qui remontent, et on a une application mobile qui permet aussi de visualiser du coup un graphe sur l'évolution du taux d'humidité. C'est une solution qui peut permettre de faire des économies en irrigation jusqu'à 30%, donc c'est non négligeable, et quand on sait notamment qu'il y a aujourd'hui seulement 2% des terres agricoles dans le monde qui sont équipées d'outils de mesure de taux d'humidité du sol, ça peut vraiment représenter un marché hyper important et une grande opportunité pour préserver les ressources en eau. Je continue dans du Smart Agri, mais on part cette fois en Asie du Sud, dans des pépinières agricoles. C'est une société qui s'appelle la Virtech, qui est basée à Singapour, qui a développé une solution applicative qui s'appelle Biota, qui est un système intelligent de contrôle agricole et qui permet de remonter différentes informations à partir de plusieurs capteurs. On a ici une visualisation d'une pépinière avec l'ensemble des capteurs qui peuvent y être déployés. Donc on va retrouver des capteurs de mesure de taux d'humidité des sols, le sol moisture. On va avoir des capteurs de mesure de la qualité de l'eau qui vont mesurer différents paramètres tels que le niveau de pH, le potentiel redox ou oxydoréduction. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que c'est. La conductivité hydrique et la teneur totale des particules solides dissoutes, qui sont un ensemble de capteurs qui vont permettre de venir identifier comment se portent les semis, les plantations, et savoir quel type d'action il faut mener. Typiquement, est-ce qu'on arrose plus, est-ce qu'il faut traiter ou pas. On a également une station météo qui vient de donner plusieurs éléments de météo tels que la température, des radiations solaires, de la vitesse du vent, du niveau de précipitation ou d'autres éléments de prédiction météo. Et des éléments également connectés type le sprinkler, donc qui est une prévention d'incendie, et un boom sprayer qui est un pulvérisateur à rampe. Donc ces différentes informations, elles remontent via une gateway Carlink qui est installée en bordure de la pépinière, et à partir de ces éléments, du coup, on va pouvoir avoir tout un tas d'informations. Ils vont venir faire travailler des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour venir identifier le mesure d'évaporation aussi également de l'eau qui est diffusée, et voir s'il faut plus diffuser ou moins diffuser, et adapter du coup le système. 3 avantages ne marche plus. Petit souci de passer la slide. La beauté du direct. C'est la pile. Ah, c'est l'ordinateur cette fois.
C'est pas d'interlude musical, mais Guillaume, tu es... Ah, je chante très très mal. Hein. Merci beaucoup. Non, pas de souci. 3 types d'avantages identifiés, notamment une économie des tests laboratoires. Il faut savoir qu'avant de mettre tout un tas de capteurs sur la pépinière, du coup c'était des personnes qui venaient se déplacer, qui faisaient des prélèvements sur les semis, qui les ramenaient en laboratoire, qui faisaient des tests pour identifier le taux d'humidité du sol, etc. etc. Donc ça fait gagner énormément de temps et de réduire 80% des tâches manuelles. On a du temps qui est du coup transformé, qui est du temps plus utile, où c'est des personnes qui du coup viennent visualiser les données et qui peuvent du coup agir en conséquence. On a également une optimisation du coup de l'analyse et des mesures préventives pour gérer tout ce qui est problème opérationnel de la pépinière. Et en fait, on a des données qui sont quasi temps réel avec des mesures qui sont faites quotidiennement, avec des données qui sont remontées toutes les 3-5 minutes et un monitoring toutes les heures qui permet du coup également d'avoir une donnée beaucoup plus fiable que si on devait faire un prélèvement une fois par jour, une fois par semaine pour mesurer le taux d'humidité du sol. Et donc en conclusion, ça donne une meilleure santé des semis, une réduction du taux d'échec annuel de la production qui est passé de 25% à presque 0%, hein, le risque zéro n'existe pas, et au final un meilleur rendement de la récolte. On continue sur un autre exemple, alors cette fois on voyage en Floride sur la côte avec des éleveurs de coquillages, des aquaculteurs de coquillages, hein, donc des palourdes exactement, avec une société qui s'appelle BioOceanor, hein, qui est une entreprise spécialisée dans l'analyse prédictive de la qualité de l'eau. Donc là on est vraiment plutôt dans l'analyse de la qualité de l'eau de mer. Ils sont spécialisés sur 4 activités, la pisciculture prédictive, la crevetticulture connectée, les données de l'ostréiculture et l'analyse des récifs coralliens. Sur cet exemple, donc on a des capteurs. Donc le fournisseur de capteurs c'est une société qui s'appelle Aqualabo. Je détaillerai juste après les types de capteurs qui sont que Aqualabo permet de déployer. Et on a une station Carling qui est connectée ici sur un mât et qui est rendue autonome avec un panneau solaire parce qu'il n'y a évidemment pas de raccordement possible dans l'eau. Et du coup, on va venir détecter plusieurs mesures sur ce cas d'usage, notamment la salinité de l'eau, le taux d'oxygène dissous, les niveaux de pH et la température. Et ces 4 éléments vont du coup être moulinés via différents algorithmes pour détecter les meilleurs emplacements pour installer les palourdes, détecter des événements extrêmes potentiellement et du coup associer en prendre des mesures de préservation s'il faut venir faire la récolte un petit peu plus tôt parce qu'on sait qu'il risque d'y avoir des soucis ou pas. On reste avec Aqualabo qui est toujours le fournisseur de capteurs, mais on va voyager cette fois à l'île Maurice. J'ai essayé de me rendre sur place pour superviser le déploiement, mais j'ai pas eu la chance d'y aller. Donc ici, le cas d'usage, il fait suite à juillet 2020, où il y a eu un tanker japonais qui s'est échoué près d'un récif corallien de la pointe d'Esny. Et il y a eu une grosse marée noire qui s'est passée avec plus de 1000 tonnes de fuel qui ont été déversées dans les eaux de l'océan Indien. Et du coup, c'était l'une des plus grosses pollutions maritimes qu'a connue l'île Maurice, qui malheureusement a été fortement impactée sur son tourisme, mais également sur la pêche et du coup la qualité de l'eau. Donc le gouvernement mauricien a mis en place tout un programme pour venir déployer des solutions pour mesurer la qualité de l'eau, faire de la prévention et identifier sur ces différentes plages celles qui sont... il y a un indicateur qui est défini pour identifier si les plages sont entre guillemets propres ou pas propre. Donc on a plein d'acronymes, de noms d'Aqualabo, c'est pas forcément très pertinent, j'aurais peut-être mieux fait de mettre les types de capteurs que c'était, mais je vais pouvoir les dire. Donc le capteur Optod, c'est un capteur d'oxygène dissous, de mesure du taux d'oxygène dissous et de la température. Le NTU, c'est un capteur de turbidité. Donc pour ceux qui ne sachent pas ce que c'est que la turbidité, c'est la mesure de la teneur de particules en suspension dans l'eau. On a un capteur C4E qui est un capteur de conductivité numérique qui est la capacité de l'eau à conduire un courant électrique et qui varie en fonction de la température et qui est lié également à la concentration et à la nature des substances dissoutes dans l'eau. On a un capteur pH qu'on retrouvait également sur l'exemple précédent. Un capteur également de redox, capteur d'oxydoréduction qui va être peut-être le plus important, celui dont je vais parler juste après, et un système de nettoyage automatique HydroClean qui permet de venir aussi assainir l'eau, mais également les capteurs eux-mêmes s'ils sont imprégnés.
Le tout est connecté à une e-station, une gateway Carlink que vous pouvez voir déployée sur un mât également pour remonter les données. Tout ça remonte sur un applicatif fourni par la société Digital Twin, c'est une société mauricienne. Alors le screenshot n'est peut-être pas forcément très net, mais on voit du coup l'indicateur redox qui est mesuré, qui est, comme je le disais, l'un des indicateurs les plus importants parce que c'est celui qui vient mesurer le niveau de pollution de la mer. Alors le redox, c'est un mécanisme chimique d'oxydoréduction et ça permet de venir mesurer le changement d'état des atomes dans la mer. Et on considère que l'eau est propre si on a cet indicateur qui est entre 200 et 600 millivolts. Et ici, on voit qu'on oscille à entre 200 et 250, donc on est vraiment en limite. Et donc ces différents indicateurs, comme je le disais, ils ont permis du coup au gouvernement mauricien de venir mettre en place des actions préventives de nettoyage, mais également de définir des accès ou non à certaines plages qui sont plus ou moins polluées. Plus qu'un cas d'usage, et après je laisse la parole. On est du coup avec l'UNHCR pour fournir, acheminer de l'eau au niveau de camps de réfugiés, notamment en Irak et en Ouganda. Pour ce faire, donc c'est des très très grands camps de réfugiés. En Ouganda, on parle de 470 000 personnes. Et du coup, ça représente quand même énormément d'eau à acheminer. On parle de plusieurs centaines de milliers de litres d'eau. Et du coup, pour le faire, on a notamment des camions-citernes qui arrivent sur l'Ouganda. C'est plus de 350 camions-citernes qui alternent pour acheminer l'eau. Et donc, il fallait mettre en place une solution simple et efficace pour venir monitorer l'eau qu'on achemine et s'assurer de la bonne qualité de l'eau. Il y avait un autre cas d'usage qui était important, c'est de pouvoir aussi le facturer, parce que du coup, les sociétés qui amènent l'eau ont besoin de savoir quelle quantité d'eau a été délivrée. Donc on a plusieurs capteurs qui ont été déployés, notamment un compteur d'eau simple pour venir monitorer l'eau qui sort des tuyaux, mais également un capteur qui vient mesurer le niveau d'eau. Alors ça, c'est pour les camions-citernes, on voit le capteur, c'est un capteur Tekelec qui vient mesurer le taux de remplissage de la citerne, et c'est notamment pour informer si la citerne est vide ou pas, parce qu'à partir du moment où elle est vide, du coup le camion peut repartir rechercher de l'eau ou pas. Ça paraît tout bête, mais au moins ça permet aussi de suivre presque en temps semi-réel si le camion va bientôt être à sec ou pas, sinon on n'a pas trop d'autre solution que d'attendre que le camion soit vide. Un capteur de mesure de débit d'eau, tout simplement pour venir vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Ça peut sembler bête, mais c'est pareil, si le camion fuit ou s'il y a une fuite quelque part dans la livraison de l'eau, c'est de l'eau qui peut être perdue pour les réfugiés. Et en dernier, un autre capteur qui permet de venir mesurer la qualité de l'eau dans les camions. Tout ça remonte évidemment donc à une gateway Carlink qui renvoie ensuite les données sur une application qui permet de venir mesurer, monitorer l'usage qui en est fait. Donc là, on reste sur un capteur Tekelec qui vient mesurer le taux de remplissage d'une citerne. On est sur le camp de réfugiés en Irak et on voit la fluctuation du taux de remplissage de la citerne au fur et à mesure des jours. Quelques chiffres clés, alors on repasse de l'Irak à l'Ouganda, mais on a du coup par jour ces 6000 mètres cubes d'eau qui sont délivrés par 630 camions. Donc on se rend bien compte que du coup là la technologie elle permet véritablement d'aider le monitoring de cette consommation d'eau. Très honnêtement, je ne sais pas comment ils faisaient avant. 470 000 réfugiés qui reçoivent de l'eau quotidiennement et ça représente un budget total de 15 millions de dollars pour l'UNHCR par mois. Donc c'est non négligeable et c'est pareil, on a besoin de pouvoir le monitorer pour ensuite être capable de le facturer efficacement. J'arrive au bout de ma présentation. Merci à tous. J'espère que ces cas d'usage ont pu vous éclairer un petit peu. Et puis, comme on dit, l'énergie est notre avenir, économisons-la. J'ai envie de dire, l'eau est notre avenir, économisons-la. Merci à tous.